quand j'étais en prison, pendant mes 30 jours en séjour carcéral. Quelque chose m'a frappé. Je n'ai vu aucun jeune se battre, aucun détenu. Je pense que nous sommes un peuple pacifique. Il faut être ambitieux, travailler sérieusement et être courageux. Courageux veut dire prendre des risques. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans On se met à table. Vous connaissez déjà les principes. On se met à table, c'est dans les studios de Créavos, basés ici à Cotonou. Un invité qui nous parle de son vécu, qui nous parle de son expérience, et on espère que vous allez trouver quelque chose à puiser là-dedans pour pouvoir vous former également. Celui que nous recevons aujourd'hui, c'est un invité un peu spécial. Vous le connaissez sûrement, vous avez entendu parler de lui parce qu'il est très fréquent sur les réseaux sociaux. Sur le plan politique, c'est quelqu'un qui a été visible quelque temps, il continue de l'être d'ailleurs. Romaric Boukor, bonjour. Bonjour Faraz, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est moi. Alors, Romaric Boukor, on va aller directement dans le vif du sujet, hein, parce qu'on se met à table, nos communautés connaissent déjà le principe, ils savent comment ça marche et tout. Romaric Boukor, on le connaît beaucoup plus, comme je le disais tantôt, sur les réseaux sociaux. On vous a vu beaucoup plus actifs également lors des campagnes présidentielles, législatives et machin et tout. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, quand on vous demande Romaric Boukor, c'est qui? Qu'est-ce que vous répondez? Bon, Romaric Boko, c'est un jeune de la quarantaine qui, est, qui a fait pratiquement ses études primaires et secondaires au Bénin. À papa, je suis issu d'une famille très très modeste. D'accord. Mon père était un paysan cultivateur qui n'a jamais mis pied à l'école. Ma mère, qui est connue comme la dame battante qu'on appelle la Ronde au non, qui est très connue dans sa petite vie, qui était vendeuse pendant plus de 25 ans, 20 ans, devant l'école primaire publique de Minombo. Donc, juste pour vous dire que dès le bas âge, je faisais partie de ceux qui se levaient à 4 heures pour aller chercher du pain à ma maman à, à la boulangerie de Minombo. J'ai eu mon bac C sans aucune prétention avec mention très bien. J'ai passé un concours au Sénégal grâce à mon oncle Nobert Ronkonou qui a même eu un prix il n'y a pas très très longtemps et Bougnarois Ascension qui sont tous de la vallée. C'était la famille, sont de la famille de mon papa. Donc ce sont eux qui m'ont aidé à décrocher une bourse. Donc j'ai intégré la prépa mathématiques supérieures, mathématiques spéciales au lycée La Croix-Rouge, Isen-Brest. J'ai fini ma prépa. J'ai intégré la licence mathématiques après un master en statistiques appliquées pour l'entreprise à l'université de Rennes 2. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur statisticien chez Arkea avant de démissionner pour être à mon propre compte. Donc, je pense que c'est ce qu'on peut dire. Vous avez quand même un surnom, Air Dubaï. Comment est né ce surnom? Mais écoutez, c'est Davido qui m'a donné ce surnom, l'artiste Davido. On était allé faire un concert à Dubaï où il y avait, je pense que c'était Lefty, un de ces gars. On ne sait pas comment il a fait pour se retrouver à Dubaï. C'est-à-dire, il a un passeport, mais il n'avait pas de visa. Je ne sais pas comment il a pu faire, mais il était arrivé à Dubaï Bizarre. sans visa. Donc, c'était un concert que j'avais organisé pour David. Donc, il y avait ce problème-là. Les gars de l'immigration de Dubaï, mais ils étaient fous. Et je me suis rappelé que quand j'étais à la Croix-Rouge, au lycée La Croix-Rouge, à l'Ézène-Brest en France, j'avais un ami qui était Dubaïote. Donc, je l'ai appelé, il était parmi la famille royale, nous a quand même aidé à ce que Lefty puisse quand même avoir une autorisation d'entrer sur le territoire. Donc, c'est depuis ce jour que David m'a dit, ah bah, toi, je vais te surnommer Air Dubaï. Parce qu'à Dubaï, même ce qui est impossible est possible. OK. Comme j'ai tendance à faire de petits miracles, donc depuis ce jour, il m'appelle affectueusement Air Air Dubaï. Dubaï. Voilà, Alors, Romaric Boukor, fils de cultivateur, c'est ce que vous avez dit, absolument. oui, qui aujourd'hui a des entrées auprès de Davido, qui est quand même une star de la musique nigériane, qui a des entrées auprès de Prince au niveau de Dubaï. Comment vous en êtes arrivé là? Mais écoutez, je pense que ceux qui connaissent réellement mon histoire savent que depuis tout petit, je disais à ma maman que moi, jamais je ne veux plus vendre, mais je ne vendrai pas du pain et je ne laisserai aucun de mes enfants vendre du pain. OK. Je peux vous dire, mais c'était atroce. Je me levais à 4 heures du matin parce que j'étais le premier garçon. OK. Les filles devraient préparer, arranger la maison avant de sortir. Mmh. Et
Ma maman, elle est tellement une petite bonne commerçante, très intelligente. Elle a négocié avec le maître à l'époque. Il lui donnait du pain, ma maman lui donnait du pain. Et moi, on me laissait sortir 10 minutes avant pour aller chercher encore du pain à la boulangerie. OK. Donc, j'étais révolté. J'avais une envie de réussir parce que je voulais le meilleur pour moi-même. Lorsque vous vivez tout ça, là, lorsque vous n'avez pas un seul repas, je parle de repas digne de ce nom, vous n'avez pas d'autre choix que de se battre quotidiennement pour réussir dans la vie. Je n'ai pas encore réussi, parce que j'aurais réussi lorsque le programme One Bene Fiesta pour Zéro Pauvreté aurait réellement un impact concret sur tous les jeunes, ou sur la majorité des jeunes. OK. One Bene Fiesta, nous allons en parler dans quelques minutes, mais quand même, on aimerait savoir comment un jeune, c'est vrai, vous avez eu de la détermination, vous avez eu envie de réussir, mais comment vous avez pu faire pour pénétrer ces sphères que vous avez l'habitude de citer? Mais il n'y a pas de secret. Un, j'étais ambitieux. OK. Ça suffit pour Non, ça ne suffit pas. OK. Deux, il fallait travailler. 2 fois plus que les autres. Parce que personne ne vous donnera rien. OK. Troisième chose, tous les matins, j'écoutais Adjaoui, qui me donnait le courage. Et donc, nous, de wenwa jovi na kudi, alolo po no black mele weye leya, de bla mi be de na jo, a mambo gbe, e Dubai sa de me, nugbo keru vobo pakpa glo, quand l'inte na ho janta vumbo dojia, alain oule mi be kmen la be. Quand vous écoutez ces chansons-là, vous n'avez pas le droit à l'échec. Et ça dit quoi concrètement? Ah, il dit, et doit l'ande oule mi, et donc quand l'inte na ho janta vumbo na doji, quel animal va se battre avec le lion et va survivre? Le lion, c'est vous, j'imagine. C'est moi le lion, à Dubaï. Donc, quand vous vous formatez psychologiquement comme ça, vous pensez que vous pouvez jouer? Quand vous vous levez le matin et que vous vous dites, son souci bon, quand vous avez ça dans la tête, vous pensez que vous pouvez jouer? Non. Même l'échec là, même quand vous échouez là, ça ne vous dit rien. Vous vous levez automatiquement. Et il y a encore une chanson où il a dit, et donc c'est ma ouin lili to mana jodoba, bodje matin. Ça veut dire Tant qu'il lui n'est pas décédé là, il va se battre jusqu'au dernier jour. Donc vous comprenez que quand on écoute ça, et on n'a pas le choix. dans votre parcours, vous avez connu des échecs? Beaucoup. Comme? J'ai été aux élections, j'ai échoué. Et vous considérez que c'est assez marquant, dans votre expérience? Oui, vous savez, je ne regarde pas les échecs. L'échec est formateur. OK. Vous avez retenu quoi de votre échec aux législatives? Législative dernière, Ouais. c'est qu'il faut que dans un parti politique, il faut que ceux qui veulent rester sur la liste soient unis. Et lorsque vous êtes d'un parti de la mouvance, il faut que ceux qui sont dans le pouvoir exécutif puissent travailler avec les candidats qui sont dans les partis. OK. Remarque beaucoup, nous allons développer tout ça dans la suite de notre émission. Ce que j'aimerais savoir, vous êtes également musulman, El Hadj, vous avez été à la Mecque. Oui. Parlez-nous un peu de cette reconversion parce que, quand on dit Remarque beaucoup, on ne fait pas tout de suite le lien avec la communauté musulmane. Vous savez, je pense que vous allez permettre à beaucoup de personnes de savoir aujourd'hui que je suis réellement musulman. Ce que je ne savais pas non plus. Ce que, Il y a vous ne- quelques voilà, minutes. ce que tu ne savais pas aussi. J'ai eu la chance d'être converti à l'islam Qu'est-ce qui vous a motivé? à l'âge de 3. Non, ce n'est même pas moi. J'avais 3 ans ou 4 ans. Mon papa, qui est Alhaji Boko Machoudi, s'était converti. Et nous, on n'avait pas le choix que d'être converti. Mon père s'est converti. Il a appris le Coran. Il est même élevé au rang de Seyki Adini par le cheikh Souleymane d'Ibadan. Quand vous allez à Bada, à Dangbo, la majorité des mosquées qui sont installées aujourd'hui, c'est mon papa, sans aucune prétention. Donc, c'est un musulman fervent qui ne ratait aucune occasion lorsqu'il avait la possibilité d'aller à la Mecque. Et fortuitement, pour mes 40 ans, en septembre dernier, le 6 septembre, j'étais également à la Mecque, à Médine. Alors, comment s'est établie cette connexion que vous avez aujourd'hui avec le Nigeria? On voit que vous en parlez beaucoup, on voit que quand vous évoquez un peu vos activités, il y a toujours le Nigeria. Qu'est-ce qui a créé cette proximité entre le Nigeria et vous? Je me rappelle, j'avais déjà des amis nigérians à Londres. OK. Mon papa avait l'habitude d'aller au Nigeria, comme tous ceux qui sont dans la vallée ou de Porto-Novo. Vous en savez quelque chose. La plupart de ces riches-là même ont fait le commerce avec Le Nigeria. le Nigeria. J'ai mis pied au Nigeria pour la première fois le 26 décembre 2014. Personne ne le sait. 14. 2014, tout près là. C'est récent. Voilà.
J'ai mis pied la première fois au Nigeria le 26 décembre 2014. J'étais à Londres où j'ai fait mon diplôme de musique business executive, de promoteur culturel, qu'ils appellent promoteur culturel. Donc j'ai rencontré un certain nombre de promoteurs comme Biliamin Olabonji, Taurid Kobagidi, Smith, qui étaient déjà très connus au Nigeria. Quand j'ai mis pied au Nigeria pour la première fois, je n'en revenais pas. Je me dis comment on peut être à côté d'une aussi grande puissance et être encore à ce niveau. J'ai été... Stéphane en est témoin parce que nous sommes allés à Lekki 2 ou 3 fois. On parle de Stéphane Bossard. Et Stéphane Boza. Mmh. Et vous voyez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, on était allé à Lekki, la grande voie, la Admiralty Way. Il m'a dit qu'il n'a jamais vu autant de Mercedes passer dans une rue. Parce que c'était une ville qui bougeait économiquement. On est à 31 km de la frontière. D'ici à Laoussa, c'est-à-dire chez le gouverneur, on est à 108 km. Vous pouvez le Google. On est à 108 km. De votre studio à Ikeja, on est à 108 km. J'ai vu des jeunes, mais qui travaillaient, qui bougeaient. Certes, c'est une population dynamique, mais l'économie était dynamique. Les grandes entreprises qui avaient un effet de corrélation avec les industries culturelles créatives apportaient le plus, finançaient les artistes, finançaient les sociétés d'ICC, comme vous. Ce qui a fait qu'à un moment donné, il y avait une panoplie de grands artistes. Et c'est là d'où l'histoire de One Bene Fiesta. One Bene Fiesta s'est inspiré de One Lagos Fiesta, OK. de Akinwumi Miyambode, qui était le gouverneur de 2015 à 2019. Je me rappelle quand je lui disais que je voulais faire One Bene Fiesta, il m'a dit, parce qu'en 2015 ou 2016, on nous a appelé un certain nombre de promoteurs Ouais. pour nous soutenir. Je vous dis, le gouverneur vous appelle, il vous donne de l'argent pour aller organiser. Mais comment vous avez pu bénéficier de ce soutien? Vous étiez un Béninois, vous vous êtes retrouvé au Nigeria en 2014. C'était pas forcément pour rentrer dans les bonnes grâces d'un gouverneur. Je vous ai dit que j'écoute Adjahoui. Quand vous écoutez Adjahoui, tout est possible. Maintenant, je vais vous livrer un secret. Je n'étais pas encore nigérian. Beaucoup de gens ne le savent pas. J'ai été naturalisé nigérian. Comme on le dit, j'ai eu un passeport d'investissement. Beaucoup de gens ne le savent pas. Du Nigeria. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est pour ça que j'ai souvent ma voiture plaque béninoise qui entre au Nigeria comme si c'était une voiture diplomatique, parce que le passeport que j'ai, les autorisations sont des autorisations de laisser-passer fédérales, au même titre que l'ambassadeur. Vous savez, quand vous venez dans une ville, il faut rapidement voir les opportunités. Si vous êtes étranger et que vous avez la possibilité de créer une entreprise et d'avoir un compte bancaire dans une ville ou dans un autre pays qui n'est pas le vôtre, n'hésitez pas. Vous en avez créé au Nigeria? Ah bah bien sûr. Mais comment voulez-vous que je participe aux activités? Comment voulez-vous qu'on me soutienne? Mais sauf que quand vous êtes étranger, vous ne pouvez pas. Donc, il faut aller chercher un Nigérian, comme j'ai de très bons amis qui me sont loyaux, et lui donner peut-être 5-10% des parts de la société. OK. Donc, comme ça, petit à petit, ça se fait par votre travail. Moi, tout le monde le sait, je ne cache même pas mes amis. J'ai un accès direct avec le gouverneur Sanwo-Olu. Wasiu Ayinde, c'est mon godfather. Wasiu Ayinde, que vous connaissez certainement, le grand chanteur, l'ami personnel du chef de l'État nigérian. Ouais. C'est mon godfather. Moi, je ne peux rien faire sans appeler Wasiu Ayinde et demander sa bénédiction. C'est mon godfather. Mmh. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. C'est quelqu'un qui me suit, qui me conseille. Et à chaque fois quand j'entreprends quelque chose, je n'hésite pas à le dire. Donc, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, au Nigeria, quand même, les Béninois, quand même, ont quand même un appui, surtout avec le nouveau consul et l'ambassadrice, Madame Adjovi, qui fait un super boulot, hein. Vous avez vu, même le 1er août dernier, il y avait le contrôleur général des customs, des douanes qui était là pour signer un grand partenariat avec le Bénin. Beaucoup de gens ne savent pas que nous aussi, même en étant dans l'ombre, Vous agissez. on agit. Mmh. Parce que je connais beaucoup de personnes. J'étais à Abuja le 30, le 31. J'étais invité par le président lui-même. On était au 7 Villa. On était à la présidence pour inaugurer le projet Ikpada Initiative pour la promotion du tourisme au Nigeria. OK.
Donc forcément qu'il y a des choses qui concernent le Bénin, alors il faut nous demande notre point de vue. Est-ce que vous avez été actif, quand il y a eu cette petite crise entre le Bénin et le Ah Niger? bien sûr, Et qu'est-ce que vous avez fait ah bien sûr, particulièrement par rapport à cette crise? je fais partie de ceux qui ont été voir, pas Boiry, mais on était allé voir le chief of our staff à l'époque. On a vu également le gouverneur de Lagos OK. et également, je pense qu'il y avait Okoye, qui était très proche de Tinubu à l'époque, il nous a beaucoup conseillé, il nous a beaucoup aidé. On a fait ce qu'on pouvait faire Et ça a porté ses fruits? et ça a porté ses fruits. Mais il faut aussi dire que bon, l'ambassadrice aussi a réellement fait ce qu'il fallait. Voilà, mais aujourd'hui, cette page, elle est tournée. Les relations sont Oh plutôt oui. très bonnes avec le Nigeria et tant mieux. OK. Alors Romaric Bokor, entrepreneur, qui aime beaucoup le Nigeria, mais aussi Romaric Bokor qui fréquente beaucoup les artistes du Nigeria. Comment on arrive à devenir ami personnel de Davido, par exemple, ou de Burna Boy? Bon, je le dirais, vous savez, au départ, c'était plutôt une relation professionnelle. Mais les artistes, lorsque vous les faites tourner, lorsqu'ils gagnent beaucoup d'argent avec vous, ils n'ont pas d'autre choix que de vous soutenir. Donc c'est Moi, le cas de Davido, par c'est exemple? le cas de Davido. Moi, je me rappelle, on était allé avec monsieur Stéphane Boza, avec une certaine média, où il ne voulait pas donner d'interview à aucune média. Mais dès qu'ils savaient qu'on était là, mais je pense que toutes les médias francophones ont quand même eu la chance d'avoir un interview. Donc, juste pour vous dire que lorsque vous travaillez de manière sérieuse, lorsque vous les aidez à monter, à gagner de l'argent, mais c'est normal qu'ils vous soient redevables. Alors, Romaric Bokor, et comment vous mettez cette collaboration que vous avez surtout avec le Nigeria, comment vous mettez cela au service de la jeunesse béninoise, par exemple? On sait que vous avez une ONG qui s'appelle, One Bonne bénéfice Benefiesta, qui, est destinée à lutter, contre. à réduire la pauvreté au Bénin. Alors, d'où est née l'initiative et comment ça se porte aujourd'hui, cette ONG? Mais vous savez, One Benefiesta pour zéro pauvreté, c'est un programme Mmh, de One Benefiesta OK, qui se résume en 4 phases d'activité. d'accord, La promotion du sport à la base. OK. Aujourd'hui, nous sommes à 250 jeux de maillots distribués, des talents détectés. On fera le suivi et évaluation à la fin du programme, c'est-à-dire en 2027. La deuxième phase, qui est la valorisation de notre culture endogène, OK. qui consiste en un premier lieu à rénover les temples vaudous. On l'a fait une dizaine déjà. À Dans organiser. quelle ville? On a été à Dambo, on a été à Zoïsé, et puis je pense que bientôt on sera à Sakété. Alors, dans ce laps de temps, vous en êtes à combien de rénovations de temples? Là, à l'heure d'aujourd'hui, on est à 8. 8. 8. À travers tout le Bénin ou seulement dans la ville de l'Ouest? On est dans l'Ouémé actuellement. OK, Voilà. d'accord. Mais vous Ouémé plat. envisagez, évoluer? Même je suis allé au nord, OK, on ira au nord. OK. La troisième phase, c'est l'éducation et santé. Pour le moment, nous sommes, voilà, modestement, on a distribué quand même plus de 1000 kits scolaires Je signale également à que, Cotonou, Porte-Nouveau, l'activité de l'ONG a été lancée en juillet 2024. juillet 2024, OK. par la première phase d'activité, la promotion du sport à la base. Et en septembre, nous allons démarrer la quatrième phase, qui est l'entrepreneuriat des jeunes, qui consiste à équiper un certain nombre d'artisans et de cultivateurs. Alors la finalité, c'est quoi? Mais la finalité, c'est de participer à l'éradication de la pauvreté. À nous seuls, on ne peut pas éradiquer la pauvreté, mais c'est de participer à l'éradication de la Et pauvreté. vous avez l'impression que ça C'est marche? d'autonomiser les jeunes et les femmes. C'est de leur permettre d'avoir une plateforme de formation professionnelle et bien évidemment de valoriser le capital humain. C'est quoi le capital humain? C'est l'ensemble des capacités à produire d'un individu en tenant compte de son état de santé. La vraie richesse d'un pays, c'est l'homme. La France n'a pas d'or, il n'a pas de pétrole, il n'a pas de minerais. Mais la France, c'est la 6e ou la 5e puissance Effectivement, ouais, mondiale. ouais. Donc, quand vous équipez les hommes, quand vous les aidez à, ne serait-ce qu'à être en bonne forme, à avoir une bonne formation professionnelle et à exercer le métier qu'ils ont appris, vous participez directement à l'évolution, à la progression et à l'accroissement du
PIB. Le PIB, c'est un indicateur de mesure de la richesse c'est l'ensemble des valeurs ajoutées. OK. Vous savez d'où est venue cette expérience de l'entrepreneuriat des jeunes? J'ai croisé beaucoup de jeunes qui, en fin de formation professionnelle, se retrouvent à être ouvriers, gardiens de nuit ou même étudiants parce qu'ils n'ont pas les moyens. OK. Ne serait-ce que parfois d'acheter une seule tondeuse, ne serait-ce que d'acheter une machine à coudre. On ne peut pas les laisser tomber parce que ce sont des gens qui vont apporter de la richesse dans le pays. Un, ils vont payer des tasses, ils vont pouvoir gagner de l'argent si on les équipe. Et deux, ils vont pouvoir former d'autres personnes. Donc, vous comprenez que ce programme, c'est un programme efficace pour réellement lutter ou participer à la lutte contre la pauvreté, surtout en milieu juvénile, c'est-à-dire chez les jeunes et chez les femmes. OK. Alors quand on prend le 1er volet de D'ailleurs, votre c'est le programme. Je ne sais pas si tu peux me permettre de montrer le programme One Bene Fiesta et c'est téléchargeable sur Internet. Hein. Il suffit de mettre sur Google programme One Bene Fiesta pour zéro pauvreté. à la fin, vous avez passé au service commercial. Il n'y a On pas en de souci, discutera. avec Alors plaisir. justement, je continue dans l'élan. Quand on prend le 1er volet, parce que vous avez développé 4 secteurs à travers ce programme, nous prenons le secteur de l'entrepreneuriat des jeunes. Vous, votre idée consiste à faire quoi concrètement? Il faut qu'on décortique un peu pour savoir ce qui se fait. Alors, c'est d'abord mettre en place une plateforme de formation professionnelle. Deuxième chose, équiper les jeunes artisans qui sont en fin de formation professionnelle. Je pense que j'ai pris le cas d'un coiffeur ou d'un couturier. Ils ont deux obligations. Un, former un jeune. Lorsque nous allons les équiper, ils ont l'obligation de prendre un jeune, de le former et vers la fin, de prévoir avec nous comment nous allons mettre en place un processus pour que ce jeune-là aussi puisse avoir son atelier. OK, je vous arrête là tout de suite, pour quelqu'un qui est dans la quarantaine, qui dit n'avoir pas encore réussi, parce que bon, il y a forcément des choses qui viennent derrière. On se pose quand même la question de savoir comment ça se gère ce financement à travers One Bena Fiesta. Vous équipez quand même des gens, ça c'est un budget qui est destiné à ça, En 2018, nous avons organisé un certain nombre d'activité, d'activités culturelles. Le ministère du Sport à l'époque a mis 10 millions de francs CFA. quand même. Le gouvernement nigérian a mis 100 000 dollars, Ça fait combien en francs CFA? 60 millions. Il y a d'autres personnes, des mécènes, d'autres entreprises qui ont mis un peu de leur poche, et nous aussi d'ailleurs, parce que la charité bien ordonnée commence Soi-même. par soi-même. Si vous avez lu, vous allez voir que le budget du One Bene Fiesta pour zéro pauvreté, c'est de 2 millions de dollars. Ça fait 1 milliard 200 millions qu'il faut mobiliser. De 2018 jusqu'à 2024, on a pu mobiliser plus de 500 000 dollars pour faire un certain nombre d'activités. Activité. Et nous remercions toutes ces personnes-là, ces sociétés-là. One Bene Fiesta est aujourd'hui enregistré dans plus de 5 pays, Lesquels? dans 3-4 continents. On est aux États-Unis, je pense que vous l'avez lu. On est au Nigeria, on est en France, on est à Cotonou et l'année prochaine, officiellement, nous allons lancer nos activités à Abu Dhabi. OK, mais comment vous arrivez à coordonner les actions entre, vos divers emplacements? Vous êtes au Nigeria, vous êtes à Cotonou, vous êtes à Paris, vous envisagez d'être à Abu Dhabi bientôt. Alors, comment ça se fait cette synergie de Parce que nous avons un représentant, nous avons une équipe dans chaque pays. Mais pour ceux qui nous suivent, j'étais même avec la représentante des pays de la zone nord, qui est Madame Oumi, la zone nord du de Nigeria. Nigeria? J'étais à Abuja le 30, le 31. Le premier, j'étais à Kano. Donc, ce sont ces équipes-là qui s'arrangent à ce que One Benefit puisse avoir des partenaires. Donc, nous avons une équipe dans chaque pays et qui travaille efficacement. Et j'aimerais quand même leur dire félicitations, merci à vous et continuez comme ça. C'est le Bénin qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Avant de chuter sur votre carrière politique, nous allons quand même faire un extra. Romain Bokor, vous êtes, très lié au Nigeria. Vous savez que le Nigeria, il y a quand même quelques petites tensions, hein, dans le nord du Nigeria. On en parle Mhm. beaucoup avec l'expansion des réseaux, djihadistes, Oui. qui sont maintenant en évolution, en expansion sur le long du corridor du golfe de Guinée. Alors vous, comment vous appréciez cette situation? Je pense que si vous suivez un peu les actualités, je pense que le terrorisme a un peu diminué, reculé, surtout dans les zones nord du Nigeria. Et malheureusement, ça ne fait qu'augmenter chez nous au Bénin. Mais je pense que le gouvernement de Patrice Talon travaille durement là-dessus. Et je suis convaincu que dans les mois à venir, ce ne serait que du passé. Vous avez souvent des avis sur des sujets assez sensibles. Est-ce que vous avez un avis particulièrement sur ce sujet?
à partager avec nos communautés, pas avec Patrice Talon, hein, mais nos communautés. Vous savez, la sécurité, c'est comme l'économie. D'accord? Ce sont des sujets sensibles et des sujets que j'appelle des sujets marketing pour les élections. J'aimerais donc dire à nos populations de rester sereins. Je suis convaincu, encore une fois, que le gouvernement de Patrice Talon trouvera les moyens nécessaires pour que, d'ici quelques mois, le terrorisme ne sera que du passé en République du Bénin. On parle quand même d'une situation qui dure depuis 2021, Vous savez, le Nigeria, par exemple, ça fait plus de 20 ans. qui sont confrontés à la menace terroriste. Le Niger, une dizaine d'années. Le Mali, le Burkina, c'est plus de dizaines d'années. Donc je pense que ce qu'il faut plutôt demander, c'est une collaboration entre tous ces pays-là qui ont une expérience dans la lutte contre le terrorisme. Alors, Romain Bokor, on en vient, membre Du bloc républicain. bloc républicain, mais qui ne se retient pas quand il faut se prononcer sur un sujet sensible, je le disais tout à l'heure. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Allez-y, dites tout ce que vous voulez. Je vais être honnête avec vous. Lorsque vous aimez votre pays avec un patriotisme ardent, une moralité affichée, vous n'avez pas d'autre choix que lorsque ça ne va pas, de dire que ça ne va pas. Même si ça va vous coûter votre liberté. Ça m'a déjà coûté ma liberté. Ah, justement, on va parler de cet épisode, mais Mais quand les jeunes, quand les femmes, chaque jour, lorsque vous êtes en ville, vous écrivent, ou vous appellent, vous interpellent et de dire que ça ne va pas, alors que vous avez été déjà 2 fois candidat, est-ce que vous allez ignorer leurs appels? Je suis ravi aujourd'hui, je veux prendre juste un exemple. Je suis ravi de voir des jeunes, nos familles, pas seulement des jeunes, mais rentrer au Bénin avec des billets moins chers. C'est nous qui avons fait ce combat. c'est-à-dire, je sais pas bien. C'est-à-dire, à un moment donné, le prix des billets était 2 fois supérieur à ce qu'on avait l'habitude de voir. Et tout le monde passait par Lomé. Je parle de 2022, je parle de décembre 2023, janvier 2024. Bien sûr, oui. Ouais. Je fais partie, beaucoup de gens ne le savent pas, de ceux ou de celui qui a lancé l'alerte et qui a fourni ce qu'on appelle une étude statistique comparative à l'État. Moi, en 90, j'avais à peine 5 ans ou 6 ans, ou 4 ans ou 5 ans, en 90. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Que j'ai connu que des élections pacifiques, j'ai connu que le multipartisme, j'ai connu que la démocratie et j'ai le devoir de laisser la même chose. Si je ne peux pas faire mieux que ce que mes parents ont fait. Mon père, il a fait 6 ans de prison, autant de PAPB. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mon oncle, Saka Fikara, il a fait autant avant d'aller en exil. J'en connais qui ont fait 10 ans. Et pourtant, à un moment donné, ils se sont assis pour en arriver à la conférence des forces vives de la nation. C'est dans cet esprit que nous élevons nos voix quand ça ne va pas. L'affaire de Togbe est connue de tous. On parle de l'affaire qui vous a envoyé en prison. On parle, écoutez, c'est parce que je dénonçais quelque chose, c'est parce que je voulais alerter le ministre que je lui ai envoyé un message sur son WhatsApp privé. Et je le dis encore, nous en avons l'habitude de discuter. Et pourquoi on a parlé d'harcèlement alors? Ce sont les magistrats qui ont qualifié les faits. Je n'ai pas qualité à apprécier les décisions de justice. Libre à eux. Je vais toujours les exécuter. Comment s'est passé votre séjour en prison? Racontez-nous un peu. Écoutez, je pense que, comme toute personne qui n'a jamais mis pied en prison, Est-ce que vous attendez à être là-bas? Vous étiez apprêté, vous étiez préparé à vous je retrouver pense là-bas? que personne ne peut être prêt psychologiquement à aller en prison, surtout pour la première fois. La première fois, c'est tout à fait normal que vous soyez sous le choc, que vous soyez triste. C'était vos émotions quand vous êtes arrivé? J'étais triste. Mmh. Je ne vais pas vous le cacher. Et comment vous avez pu remonter? La Comment première nuit en prison était difficile, surtout lorsque vous savez que vous étiez en train de se battre pour les pauvres populations. Les gens pensent quoi? Mais est-ce que les populations vous ont vraiment ils vous ont consacré à ce rôle? Le collectif de Togben, qui est enregistré, j'ai tenu une dizaine de réunions avec eux. Vous êtes de la localité? Je ne suis pas de la localité. Je n'habite pas à Togben. Mmh. Mais comment vous vous êtes retrouvé à communiquer avec ce collectif? Mais c'est pas le prix des billets, par exemple. Vous pensez que je travaille dans une agence? Oui, mais vous voyagez beaucoup. Oui, mais écoutez, ce sont les populations qui nous interpellent. Ce n'est pas seulement cette lutte-là qu'on fait. Même quand vous êtes dans la mouvance. Et les gens pensent qu'il y a un problème. Et j'envoie toujours des messages en privé. D'abord, je fais tout pour que les ministres puissent quand même faire quelque chose. Mais si je n'ai pas gain de cause, lorsque vous discutez avec les journalistes, fortuitement, les solutions sortent. Comment cette
collectivités, ils ont réagi quand ils ont appris la nouvelle? Ah, ils ont fait sortir un communiqué. Ça vous a aidé? Je ne sais pas si ça m'a aidé, il faut poser la question au juge ou je ne sais pas, ou au procureur ou je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si ça m'a aidé. Moi, j'ai fait la prison, j'ai fait la prison. Durant votre séjour en prison, qu'est-ce que vous avez relevé, et que vous souhaitez qu'on puisse corriger, peut-être à Écoutez, l'avenir? moi, dès les premiers jours, je me suis dit: «Je suis déjà là. Il faut évoluer. Il faut aller de l'avant, comme un homme». Tous les matins, je me levais, je faisais la ronde. Je faisais la ronde avec le chef rang, le CDS, le chef des détenus, pour m'approprier Des conditions? des conditions de vie des autres détenus. OK. Et c'était quoi Vous savez, la lecture que vous en faites? il y a un jour, il y avait un jeune qui est condamné à 5 ans, qui était tellement malade, il n'avait même pas de quoi manger, même 100 francs. Il ne pouvait pas se lever. On l'a amené. C'est vrai qu'il y a les portions, il y a de quoi manger, mais comme il ne s'était pas levé tôt pour aller chercher ça, il ne pouvait pas manger. Donc, j'ai demandé à ma compagne de lui prendre des médicaments et au moins de quoi manger. À vos frais? Non, moi, on m'avait ramené à manger. Il restait juste un tout petit peu qui n'était même pas mangeable. Il m'a dit qu'il veut manger le reste. J'ai dit: «Ça là, c'est pas une nourriture». Il dit: «Ça là, ce n'est pas une nourriture, tu ne peux pas manger ça». Et là, j'ai compris que je n'étais pas en prison. Lorsqu'il manquait 1 000 francs à un détenu, sinon il va aller faire les corvées. Là, vous comprenez que vous n'êtes pas en prison. Parce que même moi, en étant en prison, mes enfants me manquaient, certes, comme tout parent. Il y avait ce qu'il faut à la maison. Le jour où j'ai été le plus triste, le jour où je me suis dit: «Dieu savait pourquoi il m'a envoyé là», c'est quand il y avait la maman d'un jeune détenu qui a marché de Sémé jusqu'à la prison civile de Cotonou pour venir donner 500 francs à son L'enfant à son enfant détenu à la prison. détenu à la prison. Mais cet enfant étant technicien de téléphone, c'est lui qui nourrissait la maman, ses petits frères, la femme et les 2 enfants. Est-ce que vous comprenez le désastre? Donc du coup, c'est le soutien de la famille qui se retrouve en prison. Du coup, c'est le soutien de la famille qui se retrouve en prison pour des faits que vous connaissez. Il était dans son atelier, quand ils sont venus fouiller dans son téléphone. Je ne suis pas là pour apprécier les décisions de justice. Justice, ouais. Je n'ai pas mené l'enquête. Mais il était là, il a pris 60 mois. 5 ans. Donc pendant 5 ans, sa famille se retrouve dans la merde. Son enfant ne peut plus aller à l'école. Vous, votre cas, permettez-moi de revenir toujours sur cette question. Vous, votre cas, on sait que ça a lié, à ce que les juges ont appelé, harcèlement par voie Par voie électronique, oui, électronique. oui. Et quand vous vous êtes retrouvé dans ce milieu, avez-vous rencontré d'autres personnes qui étaient dans le même cas que vous? Mais il y avait des journalistes, Dans le même cas que vous? dans le même cas qui avaient le même délit. Qui y sont encore? Il y a qui sont encore, qui ont pris 2 ans. Comment Donc ils vont vous avez réussi à vous en sortir alors? comment j'ai réussi à m'en sortir? Ouais. Et parce que les juges ont vu que mon dossier était certainement vide. Mais je croyais qu'ils avaient vu ça depuis le début. Mais je vous ai dit, je ne suis pas là. Je n'ai pas Bon, qualité à apprécier. je pose la question, Je n'ai pas est-ce qualité à apprécier les décisions de justice. que vous pensez que c'était une machination politique? Voilà, c'est bien, c'est dit. Certainement oui. Ah, certainement oui. Parce que si je me réfère au cours de droit, est-ce que ça là, ça permet à quelqu'un d'aller en prison? Non. Mais vous savez, pour la République, nous sommes prêts à endosser toute humiliation. Pour le peuple béninois, nous sommes prêts à nous sacrifier, à sacrifier notre propre vie. Ça peut vous paraître bizarre, hein? Lorsque vous allez fouiller ma voiture, j'ai toujours une valise, une petite valise, un trolley, où je mets les habits dedans. Au cas où? Au cas où. Au cas où, à tout moment, ils peuvent encore me prendre. Parce que c'est sans convocation. Vous êtes en ville, on vous arrache, on vous enlève. C'est ce que vous avez vécu. Mais c'est ce que j'ai vécu. Et vous savez, j'étais même le matin où on m'a arrêté, j'étais devant la banque Diamond qui est devenue NCA. Parce que j'avais un ami qui est nigérian, qui m'a dit, écoute, je connais 3 personnes qui travaillent à MTN, UBA et à NCA. Le matin à 8h, 8h30, on était déjà à UBA pour déposer le dossier. Pour une demande de partenariat, demande de sponsorship. On a quitté UBA Fiesta. pour One bénéficier ça pour zéro pauvreté, pour aider les jeunes et les femmes. On a quitté UBA, on est allé à MTN. On a quitté MTN, on est venu devant NCA. Je sortais dans la voiture quand je vois 2 ou 3 personnes en civil qui me disent: monsieur, vous devez nous suivre. Je dis: moi, je ne vous suis pas. Le monsieur nigérian, le président de la diaspora, me dit: mais écoutez, vous êtes de la politique, il faut les suivre. Je dis: non, 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 non. Moi, je ne les suis pas. C'est comme ça. Donc, ils étaient venus, ils ont rappelé les renforts. Ouais. Force doit rester à la loi. Je les ai suivis.
Je n'ai pas reçu de convocation. Rien du tout. Rien du tout. C'est quand je suis arrivé qu'on me dit qu'il y a un dépôt de plainte, comme quoi j'ai écrit un message à tel monsieur. Donc voilà. Et on vous a donné le temps de préparer votre défense, de retourner chez vous? Retourner chez moi, non. Automatiquement, dans quelques secondes, bon, il fallait faire perquisition, il fallait faire tout. J'ai dit, mais vous avez dit que j'ai insulté un ministre. Et pourquoi la perquisition? Pourquoi la perquisition? Le ministre avec qui? Le ministre en question, quand j'ai fini les élections en janvier 2023, on a fait 13 minutes au téléphone. Le ministre en question, en février 2020, il m'a envoyé son DG. Il a dit, je vous l'ai dit, Oui, bien sûr. pour que je puisse leur donner des informations pour les billets. Donc, je vais harceler un partenaire politique? Non. Donc voilà, ils ont perquisitionné, ils ont fouillé toute ma vie. Et comme vous savez, tout le monde sait, moi, je ne cache rien. Je ne cache rien. Alors, vous êtes interpellé de partout, vous avez mentionné le cas de Togba, l'expérience et tout ça. Quand vous êtes arrivé en prison, est-ce que vous avez interpellé par rapport à des situations qui n'étaient pas, vraiment propices dans ce Est-ce milieu-là? que vous savez que depuis que j'ai été relâché de la prison, tous les week-ends, je suis à la prison Pourquoi? pour aller rendre visite, pour aller apporter du soutien? Ce n'est pas tout qu'on dit. Je suis quotidiennement avec les détenus. Et vous n'avez jamais manqué? Je vous dis, quand je suis à Cotonou, tous les week-ends, je suis à la prison civile. Vous y étiez ce week-end? Ah, le week-end, j'étais à Abuja. Bien. Mais le week-end prochain, j'y vais. Les dysfonctionnements que vous avez notés particulièrement, c'était quoi? Le surpeuplement, la surpopulation. Dans le milieu carcéral? Il y a des bâtiments qui ne peuvent pas contenir 100 personnes, qui sont aujourd'hui à 700 personnes. Les jeunes dorment courbés. Et Je vous dis, oui. le suivi dans les audiences, il y a des gens qui sont en détention provisoire OK. pour des délits, mais qui se passent déjà 1 an, alors que c'est 6 mois. C'est un milieu correctionnel qui est de 12 ou 18 mois, en milieu criminel, en matière criminelle. Donc je pense qu'il faut donner les moyens nécessaires aux magistrats pour que les gens puissent être vite jugés ou relâchés, soit jugés, condamnés ou relâchés s'il n'y a rien qui le lie au délit ou au crime auquel ils sont présumés coupables. Troisième chose, je n'ai pas vu des travailleurs sociaux qui ont le devoir de présenter un programme d'insertion et d'accompagner les détenus Et justement, je voulais en venir là. Vous, avec un programme d'insertion et de réinsertion professionnelle. oui, vous, avec, votre, One Benefit. One Benefiesta, est-ce que vous faites quelque chose à l'intention des personnes privées de liberté en matière de réinsertion, par Mais exemple? qu'est-ce que vous voulez que One Benefesta puisse faire? Nous accompagnons les gens en leur permettant d'avoir ce qu'on appelle une aide juridictionnelle. C'est-à-dire, nous payons les avocats avec nos frais. Nous apportons des vivres à ceux qui ne peuvent pas avoir de quoi manger. Aussi bien aux détenus qu'à leurs familles à l'extérieur. Mais pourquoi ne pas mettre un programme en place, d'accord? Je ne connais pas forcément le Mais je ne peux mécanisme. pas être en relief avec ce que le gouvernement fait, c'est accompagner. Vous savez, c'est très délicat ce que vous êtes en train de dire. Mmh. Il faut faire vraiment attention avec les tests au Bénin. Sinon, en voulant faire du bien, mais les gens vont vous demander, vous allez trouver l'argent où? Vous savez, quelqu'un m'a Oui, dit aujourd'hui, justement, quelqu'un on m'a me pose dit, la question. non, parce que moi, tout ce que moi je fais, vous savez, je vous ai dit, moi, je ne cache rien. Si vous me donnez 10 millions aujourd'hui, là, je vais vous demander les preuves et là où vous avez trouvé les sous. Et je vais mettre ça partout, dans tous les journaux. Je vous ai dit tout à l'heure, non, que le gouvernement m'a donné 10 millions. Au Nigeria, c'est 100 000 $, ils ont donné 60 millions. Ces dollars là-bas, eux, ils donnent. Ils ne donnent pas CFA. Mais Stéphane Bozan en sait quelque chose. Quelqu'un vous a dit, vous avez poursuivi dans l'élan de ce que vous faites, pour les personnes privées de liberté? Mais je n'ai pas été poursuivi. Mais on doit faire attention par rapport à ceux qui veulent vous aider. Ou bien vous ne savez pas qu'aujourd'hui, il y a une loi qui dit que lorsque vous donnez de l'argent, vous devez justifier, La provenance. non pas la provenance de la personne qui vous a donné l'argent. Une loi ici au Bénin qui dit ça. Ah, blanchiment de capitaux là. Allez lire les tests. Allez lire les tests. Vous allez voir. Je sais de quoi je parle. Quand quelqu'un vous donne de l'argent pour un projet là, il faut lui demander où tu as trouvé ça où d'abord. Il n'a qu'à justifier d'abord. Je n'ai jamais vu ça dans un pays. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut encore nous expliquer comment ça se passe. L'entretien est très intéressant. On a envie de vous poser 1001 questions, Je- mais nous allons essayer d'écouter un peu parce que nous avons passé le temps qui nous est attribué et tout. Nous avons fini par, Romain Bokor, acteur politique. Mhm. Malgré les expériences que vous avez connues, ça ne vous a pas écarté de la scène politique, hein. Vous avez forcément d'autres ambitions. Est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? Comment voulez-vous que la prison m'écarte des ambitions politiques? Peut-être c'est une mauvaise expérience. Vous savez, lorsque vous êtes engagé, le chemin
ne peut pas être lisse. Non, enfin, c'est Il y a pas encore une petite chanson de Adjaroui qui a dit vous l'aimez tellement, mais toko nubodo do todi yemlomo melokbo. c'est-à-dire? Celui qui dit la vérité est toujours mal perçu, mal vu. Et vous avez l'impression que c'est ce qui vous arrive? Tout le monde sait que je suis le seul qui dit la vérité dans le pays. Vous êtes quand même de la mouvance, Je ne suis présidentielle. pas seulement de la moi, je suis le fils à ABT. OK. Vous savez, j'aimerais que ce passage-là passe. J'aimerais lui témoigner toute ma gratitude, ma profonde reconnaissance. Il s'agit de qui? C'est un monsieur qui est actuellement à l'Assemblée. Il s'appelle Kassa Barthélémy. Malheureusement, il ne parle pas. Donc tout le monde dit ce qu'il veut sur lui. Je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Encore qu'il n'est pas de votre, Il est de mon parti, mais vous savez, Donc, ils sont en haut là-bas. Mmh. Ils sont en haut là-bas. Donc, nous, on est là. Ce sont nos grands frères, ce sont nos papas, ce sont nos leaders. On ne se connaissait pas. ABT, je le connais. ABT, je vais chez lui. OK, Je vais dans son bureau sans prendre rendez-vous. Il vient dire ABT, c'est mon papa. OK. Mais Barthélémy Kassa, c'est Je votre sœur. n'avais aucune relation avec lui. Mais je ne sais pas comment mon épouse, depuis la France, a eu son numéro. Mon épouse, à chaque fois, l'appelle. Papa, pardonnez, faites quelque chose pour mon mari. Ma Benjamine était à l'hôpital à l'époque. Elle avait 6 mois. Elle était à l'hôpital avec mon épouse. Mon épouse m'a dit, à chaque fois qu'elle appelait l'honorable premier vice-président Kassa Barthélémy, il décrochait le téléphone. Et tenez-vous bien, hein, mon épouse, ce n'est pas la seule autorité qu'il a appelée. Il a appelé autant qu'ils sont, les a tous appelés. Mais la seule personne qui prenait son téléphone, qui au moins prenait son téléphone, c'était l'honorable Kassa Barthélémy. Et qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Je vais vous dire ce qu'il a fait. C'est mon épouse qui me l'a dit. Il m'a dit, ce monsieur-là, quand je l'appelle, à la fin, il me dit, Madame, bon courage. Madame, bon courage. Mon épouse m'a dit que ces 2 mots-là, ça la pesait. Elle ne savait pas pourquoi, mais ça relâchait ses nerfs. Ça la détendait. Jusqu'à présent, elle-même ne se rend pas compte, mais elle me dit, si elle a pu tenir pendant les 29 ou les 30 jours, à chaque fois, ce monsieur lui donnait, ne serait-ce qu'au téléphone, sa voix. Mais ça, la seule là. Moi, je n'étais pas triste en prison. Hein. J'étais plutôt soucieux de ma famille. Parce que moi, je suis un soldat, je suis un combattant de rue. Mais ma famille. Mais quand mon épouse me dit qu'elle était en prison, un homme la rassurait, je lui dois reconnaissance, gratitude à vie. Et ce n'est pas la première chose. Et ce n'est pas la première fois. C'est lorsque j'ai raconté cette histoire-là à des amis à moi, des jeunes, qui m'ont dit, mais le président Kassa Barthélémy va dans Calavi. 99,9% des étudiants du Nord sont logés, blanchis par l'honorable Kassa Barthélémy. Vous avez entendu ça quelque part? Ils ne parlent pas. Tout ce que les gens disent, racontent sur les réseaux sociaux, là, ils ne connaissent pas l'homme. Les médias peuvent vous faire détester quelqu'un de bien. Ça a été son corps? Moi, je vous ai dit, je ne connais pas le contenu. Ce que je sais, c'est que je suis un intellectuel. Un ministre ne signe pas les bons de sortie, ni les chèques, ni quoi que ce soit. Un ministre, il est juridiquement, c'est comme un président, c'est comme un directeur de société. Il est juridiquement responsable. Mais il y a les DAF, il y a les suivis évaluations. Ne laissez pas les médias vous faire détester les hommes bien. 90, je dis bien, au-delà de ça, allez, ok, allez à Materi, allez à Parakou. Demandez qui est le gouverneur, l'homme qui est né pour gouverner. Vous savez, quand on était allé aux élections en 2023, il y a des circonscriptions comme la mienne. On parle de législative. Législative de 2023. Bien sûr. Il y a des circonscriptions comme la mienne. Même tête de liste n'est pas sortie. Même tête de liste n'est pas sortie. Vous savez combien de députés Kassa Barthélémy a fait sortir au BR? 3 sur 4. Difficilement celui de l'UP est sorti. Hein. Les démocrates n'ont pas eu. Est-ce que vous parlez Donc, je vais vous dire quelque chose. de lui lorsqu'il vous a apporté un soutien? Non. Vous savez, moi, j'ai cette crédibilité internationale. Tout le monde connaît que je ne peux jamais être un clébé de personne. Tout le monde me connaît pour ça. Tout le monde le monsieur, je ne le connaissais pas. Moi-même, j'avais des a priori. Je ne le connaissais pas. Mais c'est en cherchant à connaître une personne, quand vous faites vos investigations, vos enquêtes, vous comprenez que tout ce que les gens racontent là, c'est du baflotage. Je vous jure sur la vie de mes enfants. En dehors de Kassa Barthélémy, est-ce que vous avez rencontré d'autres ténors du BR de votre parti politique? Tous les partis politiques du Bénin ont envoyé des gens me voir en prison. C'est un secret, je vous dis. Et c'était dans quelle, même le MPL. C'était dans quelle optique? Sauf les partis de Patrice, sauf l'UP. Je n'ai eu personne de l'UP. Oui, mais l'optique, c'était quoi? Mais écoutez, je suis en détention, quelqu'un dans un moment de faiblesse. Mais
Quand vous êtes en un moment de faiblesse, vous allez refuser le bonjour, même de votre ennemi. Ah, moi, je n'ai pas de... C'est quand je suis en souffrance là. C'est celui qui m'aide, Que vous reconnaissez comme même. qui est mon ami. Hein. Il a dit quoi? Et donc, mais tout, mais les niwanes, mais les matériaux calculés, bah. Mais les niwanes, ouais, mi tout. Walo, mais les niwanes, mi tout. Walo, tombe, ouais, mi nakon. C'est dans la manière de quelqu'un qui dit je t'aime là. Ce sont ces manières, ce qu'il fait là qu'il faut regarder. Et non, dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est ce que Yérénois Tiaoui a dit. Il dit c'est celui que lui il aime là. Il ne sait pas, lui il aime avec le cœur, avec bonté. Comment se passent aujourd'hui vos relations avec les responsables du BR, votre parti politique? Et si tu es membre du BR, Oui, mais comment se passent vos relations? je n'ai aucun problème avec eux. Mais sauf que, je vais vous dire, le BR c'est quoi? Le BR c'est un parti regroupé, c'est un parti qui a été formé avec des monocules de partis. Avec, pas des monocules, avec des partis politiques et des mouvements. Et vous? Moi, je suis le président du mouvement Jeunesse Dynamique et j'ai adhéré dans le Bloc républicain. Autant que ABT, qui avait son alliance du Bénin. Vous n'êtes pas membre fondateur du BR. Je vous ai dit que moi, je suis venu dans BR en 2020. Le parti a été créé à Parakou le 10 décembre 2018, sous le fond du libéralisme. Okay. Donc, je suis là en tant que président d'un mouvement, comme les autres aussi qui sont là en tant que président de leur parti. Okay. ABT, c'est un partenaire politique, même si on ne peut pas... Politiquement, c'est un partenaire politique. Je ne suis pas un employé du BR. Je suis un partenaire politique du Bloc républicain. Alors justement, la question c'était comment ils réagissent quand ils vous voient à ces critiques envers... Lorsque quelqu'un sait que tu dis la vérité, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'écouter. Mais il regarde seulement. Il regarde, il lit, il rigole. Mais sauf que lui et moi, on discute parfois sur ce que j'écris. Je lui ai dit, moi, je suis un intellectuel. Moi, je suis un grand intellectuel sans prétention. Parce que vous pensez qu'il ne l'est pas? Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Mais c'est un grand monsieur. Mais sauf que je lui ai dit un jour, je lui ai dit à ABT, Monsieur le Président, si le pays était comme ça aujourd'hui, vous ne pouvez jamais être président, même, vous ne pouvez jamais être candidat en 2012 ou 2016. Moi, j'ai envie d'être président de la République, pas seulement candidat. J'en possède les capacités cognitives, les compétences. Je les possède. Mais est-ce qu'aujourd'hui, comme en 2016, est-ce que je peux être candidat? Qu'est-ce qui vous empêche de l'être? Qu'est-ce qui m'empêche de l'être? Oui. Mais le code électoral. Vous pensez que ce n'est pas favorable? À l'épreuve du code électoral, il faut aller lire. Déjà, le parrainage était à 10%. J'étais le seul qui disait, ça là, c'est une discrimination. Ils ont ramené ça à 15%. C'est quoi un parrainage? Un parrainage, le but d'un parrainage, c'est de filtrer les candidats afin d'avoir un candidat potentiellement potable. Ou bien, c'est pas pour discriminer, ou bien. En France, il y a combien de personnes qui peuvent parrainer? Je ne sais pas exactement. Il y a 42 000 élus potentiels qui peuvent parrainer. Vous savez combien de parrainages? Vous savez combien de parrainages qui sont requis pour être candidat? Non. 500 parrainages. OK. Soit un taux de 0, ça ne fait même pas 1%. Mais ça, oui, ça fait 1%, ça fait 1 quelque, ça ne fait même pas 2%. On demande 15%. On demande 15%. Ça veut dire quoi? Faites 100 divisé par 15. Ça veut dire qu'on ne peut même pas avoir 10 candidats. Mais si mon ami Fawaz a les moyens, les compétences de vouloir être président de la République, pourquoi on va l'en empêcher? C'est quoi les compétences? Les compétences? Pour être président de la République, selon vous? Les compétences pour être président de la République? Moi, j'ai toujours dit quelque chose. D'abord, il ne faut pas être seulement béninois. Il faut être quelqu'un qui est ancré aux traditions. OK. C'est-à-dire quelqu'un qui va régulièrement au village, qui sait qu'au Bénin, là, la moitié des gens ne mangent pas comme ils veulent. Qui sait qu'au Bénin, là, quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te soigner. Quand vous savez ça, vous agissez autrement. D'accord. Le président Patrice Talon a beaucoup travaillé. Je ne dirais pas le contraire. Il a fait ce qu'il peut. Mais moi, je vais vous poser une question aujourd'hui. Dites-moi, nous avons un hôtel qui s'appelle Sofitel aujourd'hui. Bien sûr. Quelle est la proportion des Béninois qui sont capables d'aller manger là un dimanche? Ça, vous parlez quand même d'un hôtel 5 étoiles. Non. Je vous ai posé une question qui est très simple. Quelle est la proportion des Béninois qui peuvent aller manger là? Elle est assez faible. Elle est? Assez faible. Donnez-moi un chiffre. Je ne pourrais pas. Entre 5 et 10%. 5. 5%. Bien sûr. Le nouvel hôpital chic
Vous avez vu un peu les tarifs? C'est discutable. Quelle est la proportion des Béninois qui peuvent aller là-bas, à leurs propres frais? À vous de me le dire. Moins de 10%. Il y a des consultations à 39 000 francs. Le capital humain nous enseigne quoi? C'est quoi le principe de différence? Les inégalités sociales doivent être au plus grand bénéfice de ceux qu'on appelle les désavantagés. C'est le second principe de la théorie de justice sociale de Rawls. C'est le principe de base de la gouvernance. On ne peut pas gouverner sans ça là. Le premier principe, vous le connaissez. La liberté ne peut être restreinte qu'au nom de la liberté elle-même. D'où la prison n'est requise qu'en dernier ressort. On peut continuer. Hein. Je n'ai pas dit que le bilan de Patrice Talon n'est pas ce qu'il est, mais il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Quand vous prenez que moi, président, vous prenez le tarif instauré par rapport à l'occupation des places dans les marchés en République de Bénin, quelle est la proportion de personnes qui peuvent se retrouver là, quelle est la proportion de personnes qui peuvent... se permettre de se retrouver dans ces marchés? Vous savez, la proportion, c'est combien? C'est 1000 francs par jour. Moi, je vais vous le dire. Ça va être 30 000 francs. Bien sûr. Rien que pour la location d'une boutique. Allez dans Cotonou, hein, les boutiques sont entre 30 et 50 000 francs. Et c'est des petites... Un peu plus, Hein? un peu plus, je crois. Mais- Dans Cotonou. Dans Cotonou, vous avez un espace beaucoup plus grand que ça. Oui, ça, c'est le cadre de vie est assez agréable. Mais moi, j'écoute les femmes. Les femmes du marché, je vais au marché tous les jours. Je les écoute. Oui, c'est un plus. Oui, ce n'est pas négligeable. Mais quand la bonne femme vous dit que ce qu'elle vend à la fin du mois ne lui permet pas de payer même ce montant-là, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Je veux vous dire encore quelque chose. Je le dis, hein, Patrice Talon a beaucoup travaillé. Bien sûr. Mais malheureusement, cela n'a pas affecté, cela n'a pas profité, n'a pas impacté le capital humain, c'est-à-dire l'humain. Alors, vous savez combien coûte l'énergie au Bénin? Le kilowatt? Ça, dans les 120. OK. Vous avez fait une petite comparative, ne serait-ce que dans la région? Non, pas vraiment. Vous savez qu'on est un peu largement au-dessus. Vous avez fait une petite comparative avec la France? Chez les copains de l'EDF. Les? Chez nos copains de l'EDF, Oui. peut-être. Oui. Oui. Vous savez combien on est? Je sais qu'on est légèrement supérieur. Le coût de vie, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat en France, il est à combien? Il est à combien ici? On n'ira pas plus. Je le dis, le président Patrice Talon a beaucoup travaillé. Mais je suis convaincu que le prochain président fera encore mieux que lui, comme il a dit. Justement, qui vous voyez comme prochain président? Vous C'est savez, quoi son profil? moi, je voulais vous le dire. Ce n'est pas une affaire de social ou quoi, non. Moi, je suis un capitaliste qui s'adapte à son propre environnement. Le Bénin est un pays pauvre. Sortez-moi tous les indicateurs. Le PIB, vous le savez. L'IDH, vous le savez. Le Bénin fait partie des pays les plus pauvres du monde entier. Ce n'est pas une ronde de le dire, c'est la réalité. Est-ce que j'ai menti? Maintenant, lorsque vous avez un président qui est convaincu de ça, il doit être en mesure de faire un peu plus sur l'humain. Il faut que ça impacte l'humain. Est-ce qu'aujourd'hui, là, si je tombe ici, si je n'ai pas un franc, si je vais à l'hôpital, je peux me soigner gratuitement? C'est pas évident. Ce n'est pas évident. Non, ne répondez pas, c'est pas évident, c'est oui ou non. C'est pas évident. La réponse, elle n'est pas évidente. Ce n'est pas évident, donc forcément, c'est une négation. Si je perds mon emploi aujourd'hui, quelles sont les garanties que j'ai? Patrice Talon a beaucoup travaillé. Mais moi, je suis sur le terrain matin, midi, soir. Et j'écoute nos peuples. Et c'est quoi les Béninois? qu'est-ce que le peuple a dit souvent quand vous êtes sur le terrain? Qu'il faut penser un peu plus à l'humain. Voilà. Romain Ibokor, on est pratiquement à la fin de ce podcast. Mais avant de partir, est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen béninois, est-ce que vous avez, puisque nous, ce que nous faisons ici, c'est beaucoup plus tourné vers la diaspora béninoise, est-ce que vous avez aujourd'hui un message pour ces citoyens béninois qui sont à l'étranger et qui hésitent encore à revenir investir au Bénin? Moi, je ne peux que continuer à les encourager. Vous savez, en 2023, j'ai reçu un groupe de la diaspora par rapport à cette histoire de Tobin. OK. Ils ont investi des millions sur une décision du Conseil Des ministres. des ministres, Oui. qui aujourd'hui, ces parcelles sont en train d'être revendues à d'autres personnes plus chères. Je vous le dis, ce n'est pas facile de les convaincre aujourd'hui. Moi, je faisais partie de ceux qui faisaient des petites vidéos à chaque fois quand il y avait des concerts à l'étranger pour parler du Bénin. Mais j'entends aujourd'hui ce que nos frères de la diaspora nous disent. Mais Bénin, moi, je vais raconter l'histoire d'une femme, d'une dame que j'ai rencontrée, qui m'a interpellé. J'étais à Brest. Il m'a dit, Monsieur Boko, j'aimerais vous voir. Elle dit, moi, je ne peux pas sortir de Brest parce que
À l'époque, c'était en novembre 2023, mon épouse avait accouché. Elle a pris le train, elle est venue à Brest. J'ai vu une dame fatiguée. Elle m'a montré des papiers de notaire. Elle a pris 2 parcelles en septembre 2021, c'est-à-dire 2 mois avant qu'il y ait le décret contradictoire qui a pris Tobin. Elle a mis toutes ses économies. Elle travaille sans papier en France. Toutes ses économies, 40 millions, 60 000 € dans ça. On lui dit qu'on va lui donner 3 millions pour les 2 parcelles. C'est 5 000 €. Actuellement, cette dame, elle est malade. Elle a l'AVC, elle ne peut même plus revenir au Bénin. Elle est de la diaspora. Je connais des dizaines. C'est pour ça que je lance encore un appel au gouvernement de Patrice Talon qu'il est encore temps de faire mieux, d'écouter ces personnes-là qui ont respecté les lois de la République. Parce qu'ils ont acheté après le décret qui a délimité, qui a déclassé la zone. Ils auraient pu acheter avant, mais non, de les écouter et que justice soit rendue. Comment? Soit qu'ils soient dédommagés à hauteur du prix que ces parcelles sont vendues. Parce que ces parcelles, la dame me dit, elle m'a montré, il n'y a même pas une semaine, sa fille aînée m'a montré des parcelles et m'a montré des plans ou des positions géographiques, des photos et des documents. Comme quoi ces parcelles sont vendues aujourd'hui 1000 mètres carrés à 145 millions. Ça, tout le monde a vu ce que la Simoa, la zone, les résidences, les palétuviers. Mais nous, il a dit, avec Basson, sont tout visibles dans le ça. Non. Non. Et on vend ces parcelles pour que d'autres personnes puissent construire leur maison. Alors que la dame m'a dit le jeudi 13 février 2022, ils avaient formé une délégation, le collectif. Ils étaient allés rencontrer le ministre pour lui dire, le jeudi 13 février 2022, pour lui dire, mais dites-nous le plan que vous voulez. Nous allons construire les maisons que vous voulez. J'ai dit, moi, si moi j'étais dans le cas, moi, je n'avais jamais dit ça. Je vais construire quand j'aurai envie de construire. Mais ils étaient prêts à faire tous les sacrifices. Mais on prend leur parcelle, on revend à des gens qui veulent construire leur maison alors que c'est... Donc ça veut dire que le Bénin ne peut plus vivre à Cotonou. Non, soyons... Maintenant, vous me dites comment je peux encore convaincre ces gens-là. Mais moi, je ne peux plus les convaincre. Je les ai convaincus à venir investir. Voilà le résultat. Vous voulez que ces gens-là encore continuent pas à me dire c'est Omer Boko qui a fait vidéo, on a vu Cotonou est joli, la partie, il faut venir investir au Bénin. Quand il sera le moment de venir investir, je vais encore sortir et dire venez investir. Donc, pour vous, c'est pas encore le moment. Pour le moment, je ne peux pas donner cet engagement-là à quelqu'un. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et moi, je ne peux pas demander à quelqu'un de venir acheter une parcelle au Bénin actuellement, dans n'importe quelle zone. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je ne peux pas prendre cet engagement-là. Merci encore, Omer Boko. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce que nous retenons de cet entretien, c'est qu'il faut prendre des risques dans la vie et il ne faut pas baisser les bras. Il faut être ambitieux, travailler sérieusement et être courageux. Courageux veut dire prendre des risques. Mais si vous ne prenez pas le risque d'essayer, vous ne pouvez pas y arriver. Mais c'est en tombant qu'on se relève. C'est en tombant qu'on se relève. On essaye jusqu'à ce que la réussite frappe à votre porte. Je pense que la jeunesse béninoise, elle est quand même assez à féliciter. Parce que c'est une jeunesse résiliente et combattante. C'est une jeunesse qui ne se laisse pas abattre. Vous savez, quelque chose m'a frappé quand j'étais en prison. Malgré les conditions de vie difficiles, il n'y a eu aucune bagarre pendant mes 30 jours en séjour carcéral. Je n'ai vu aucun jeune se battre, aucun détenu. Donc je pense que nous sommes un peuple pacifique. Et j'aimerais demander à tout un chacun de continuer comme ça et de rêver dans un Bénin grand. Et c'est possible. C'est possible avec nous et bientôt. Voilà, c'était le mot de fin d'Omer Boko que nous avons reçu sur On se met à table. Prochain rendez-vous pour notre invité. En attendant, je vous dis salut à tous et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur nos podcasts qui seront publiés sur les plateformes habituelles, Deezer, Spotify et bien entendu sur YouTube. Merci.